Alors, il y en a un autre qui est aussi très en colère, c'est Bruno Le Maire. Écoutez bien ce qu'il dit, il nous parle d'un président seul, mal entouré, mal conseillé. Toujours très remonté contre la dissolution, mais aussi contre ceux qui l'ont suggéré. Écoutons Bruno Le Maire. Ça, c'est sûr. Vous savez, les parquets des ministères et des palais de la République sont pleins de cloportes. Il y a toujours eu des cloportes, une partie de la vie politique française. Ils sont dans les parquets, dans les réunions des parquets. Il est très difficile de s'en débarrasser. Le mieux, c'est de ne pas les écouter et de rester à sa place, qu'on soit président de la République, Premier ministre, ministre, et prendre ses décisions en conscience. Alors, on ne peut pas rester dans l'inconnu. On est d'accord. Donc, les cloportes ont fortement et forcément un nom. Ouais. Il vise qui ? Et il est en colère. Il vise ce petit cercle dont tout le monde parle, à bas bruit, ou parfois d'ailleurs à fort bruit, qui ont entouré pendant trop longtemps le président de la République et qui l'ont peut-être décidé à prendre cette fameuse décision de dissoudre. Jamais élu au suffrage universel. Il vise qui ? On peut donner des noms. Hein. Bah oui. Bruno Roger-Petit, son conseiller, Mémoire, qui a organisé beaucoup de célébrations de son tour mémoriel aux hommages aux invalides, un conseiller Mémoire. Voilà. Sur le 6 juin, c'est lui qui briefait les journalistes. C'est lui qui est en partie à l'initiative de cette dissolution, en tout cas de convaincre le chef de l'État que c'était la solution à prendre. Il y a son ancienne plume et conseiller politique aussi, Jonathan Guémas. Il y a un ancien briscard sénateur, qu'on puisse dire, Monsieur Charon. Il y a aussi un conseiller de l'ombre qui l'a porté à sa réélection, un certain Clément Léonard Duzy. Voilà, un cercle. Nos confrères du Monde ont enquêté et on a pu aussi avoir de mêmes échos d'une petite cellule qui ont élaboré des scénarios différents quant à l'issue de cette élection présidentielle, dont on nous répétait que si le Rassemblement national arrivait largement en tête, c'était des élections européennes avec des conclusions européennes. Pendant des semaines, on a balayé cette conclusion au niveau national. Et c'est tout l'inverse qui arrive à 21h01 le 9 juin dernier. Et ces cloportes, voilà, clairement là, il faut que... Les mots sont terribles. Bruno Le Maire est toujours ministre. Absolument. Donc les cloportes, il les voit, il les subit. Il les subit parce que manque de remontée, manque de finalement trop de cloisonnement, de remontée d'informations d'un président dont l'illustration est un isolement total, avec des ministres qui lui disent vous êtes isolé, monsieur le chef de l'État, vous ne vous rendez pas compte de peut-être de ce que vous suscitez dans l'opinion, rendez-vous compte. Et des ministres qui lui disent qu'encore une fois, là, on s'en fait l'écho. Il croit que la majorité présidentielle peut gagner, encore une fois. Comme il croyait qu'aux élections européennes, Valérie Ayé serait autour de 20-22%. C'est presque ça qui est le plus invraisemblable, parce qu'on les connaît pour l'essentiel, on les a plus ou moins pratiqués, les cloportes dont il parle. Mais c'est de penser qu'un président de la République, le président de la République, s'en remette à ce carteron de cloportes pour prendre une décision de cette importance. Je trouve que c'est ça le plus invraisemblable, parce que ça en dit long sur l'exercice de quel pouvoir, de l'exercice de ce pouvoir. C'est-à-dire que les ministres ne sont pas consultés, le Premier ministre n'est pas consulté, il apprend quasiment par une chaîne de télé ou je ne sais pas, il apprend par l'extérieur. C'est quand même très étrange que, en plus, quand on connaît de plus ou moins loin une partie de ce carteron de cloporte, pour reprendre la formule de Bruno Le Maire, ça a quelque chose, j'allais dire, d'inquiétant. Marie, juste, je fais une petite parenthèse. Est-ce que ces cloportes sont toujours en odeur de sainteté ? C'était Le Monde aussi qui se faisait écho, justement, des bisbilles qu'il y avait, puisque Bruno Roger-Petit, visiblement, le chef d'État lui reproche de trop parler à la presse aussi. Alors soyons juste, Libération, nos confrères de Libération, en effet, qui se faisaient l'écho d'une forme de recadrage de certains dans cet entourage, Bruno Roger-Petit en premier lieu, en effet, de peut-être trop s'étendre. Un président ne devrait pas dire ça, un conseiller peut-être ne devrait pas dire ça, et de trop peut-être parler à la presse, de donner ses avis et ses analyses. Et voilà, encore une fois, le président de la République, bien lui en prendre aujourd'hui de faire des clarifications et de dire arrêtez de trop parler. Ouais. Le fait est qu'il a instauré cela depuis plusieurs années. Je voudrais vous entendre depuis tout à l'heure, vous voulez prendre la parole. Merci. Dans le prolongement, je vais être
peut-être un petit peu à contre-emploi, mais en fait, depuis toujours sous la Ve République, puisque moi j'ai bien expérimenté ça en 1997 avec la dissolution, le président de la République dirige le pays entouré de 4-5 personnes. Ça n'est pas nouveau. Je me rappelle très bien de la période de Jacques Chirac, en 1997, au moment de la dissolution. Il y avait quelques personnes rassemblées dans un bureau, c'est là que ça s'est décidé. Dominique de Villepin, François Baroin, Claude Chirac, Jacques Chirac. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que ça se passe comme ça. La différence cette fois-ci, elle est de deux natures. Vous avez oublié tout à l'heure Stéphane Séjourné, qui est celui qui en 2016 organisait les rendez-vous pour Emmanuel Macron. Et Macron disait à Stéphane Séjourné, qui était son attaché parlementaire à l'époque, on prend rendez-vous avec un tel, plus jamais de nouvelles. Donc il a aussi beaucoup participé à évanouir un petit peu tous les talents qu'aurait pu approcher Macron pour l'aider. Et au passage, il est devenu lui-même, quelques années plus tard, président du parti Renaissance, président du groupe parlementaire à l'Europe, et ministre des Affaires étrangères, et un très proche, Gabriel Attal, est devenu Premier ministre. Bon, donc qu'est-ce qui se passe de différent par rapport à cette époque Chirac ? Il se passe une grosse différence, c'est que Jacques Chirac était quand même entouré de gens qui étaient élus sur le terrain. Et il avait quand même des gens autour de lui. Dans toute la liste que vous avez prononcée, y compris Stéphane Séjourné, ils ne se sont jamais prononcés au suffrage universel. Donc, et Chirac lui-même avait été élu. Donc la grosse différence, la Ve République, c'est le fait du prince. Mais le prince, parfois, peut avoir le contact avec le terrain, ce qui n'était pas le cas avec Emmanuel Macron. Il y a ceux qui parleront de Pierre Charon, il a été sénateur, mais sénateur de Paris. De Paris. Oui. Il n'y a pas d'électeurs. C'est pas la place la plus exposée dans le 15e arrondissement. Non, Voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui. Moi, il y a quand même quelque chose qui me choque dans tout ce dont on vient de se parler. C'est que tous autour là, de ce plateau, on a utilisé à plusieurs reprises un mot, cloporte, qui est super violent, quand même. On vit une époque d'une violence terrible. Enfin, si on vous parliez tout à l'heure de la 4ème République, si on se replonge dans les livres d'histoire, les moments où on compare des gens à des cloportes, ça sent pas bon, quoi. Ouais. Et quand on se balade dans le pays, quand on regarde, les gens de ce pays en peuvent plus de la violence en politique. Moi, je trouve qu'on aurait besoin... On a besoin de gens responsables à la tête de ce pays. On a besoin de gens qui arrêtent de s'invectiver les uns les autres. Ça donne quoi en ce moment ? Mais ça serait pas de la politique, sinon ? Ça pourrait être de la politique. Si, la politique, je suis désolé. La politique, ça veut pas forcément dire... Non, c'est de l'angélisme de dire... Non, parce que là où il a tout à fait raison, c'est que justement... Emmanuel Macron, en 2017, a porté ce message d'un système bloqué, sclérosé, très rapport de force, stratégie telle qu'on la connaît en politique, et il a semblé amener quelque chose de nouveau. Il a suscité une espérance, Emmanuel Macron, avec ce nouveau monde. Donc je parle des mots et je parle de ceux dont on discute. C'est-à-dire, quand vous entendez, là, depuis une semaine, on a on va dire un espace central qui renvoie dos à dos des extrêmes. On a à gauche une partie du Front populaire qui renvoie Macron et le RN dans le même camp. Ces gens-là, si ça se trouve, vous parliez de la 4ème République, parlons du Front populaire en 1936. Le Front populaire en 1936, il va jusqu'à Daladier et Chautemps. Donc en fait, il n'y a rien, a priori, d'écrit dans l'histoire que nous allons vivre qui interdirait que toute une partie du bloc central actuel s'allie pour une union nationale avec le Front populaire, pour retrouver 50-60 députés qui manqueraient pour faire une majorité. Sauf que là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les macronistes sont en train en stigmatisant, d'interdire toute possibilité d'union, et une partie à gauche, en stigmatisant, sont en train d'interdire toute possibilité d'union. Et ce n'est pas des stigmates qui sont réparables. Quand on parle de cloporte, ça crée des stigmates qui ne sont pas réparables. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas faire preuve d'angélisme. La politique, c'est de la lutte pour le pouvoir, c'est des gens qui veulent pour des intérêts ou pour des visions. Il faut aussi que le Front populaire en son sein va d'une gauche républicaine à une gauche très extrême. Mais d'une certaine manière, c'est la preuve. Également la donne. Mais d'une certaine manière, c'est la preuve qu'il est possible d'arriver sur des moments particuliers de vie ou de l'histoire, d'arriver à surmonter des différends en se disant on ne s'est pas encore assez tapé dessus pour avoir créé de l'irrémédiable qui nous empêche d'agir. À la fin des fins, il reste quoi ? Il reste un pays, des Françaises et des Français. Les gens, ils vont, en admettant au mieux qu'il y ait 65-70% de participation, ça veut dire qu'à la fin des fins, la majorité qui sera élue, si elle arrive à 40% de 70%, elle n'a même pas la majorité des Français. Il faut rassembler un pays derrière. Il faut gouverner. Comment vous allez gouverner un pays si à la fin, vous vous retrouvez avec des gens
que vous avez stigmatisés en permanence. C'est ça la responsabilité des politiques, c'est de regarder devant, de tracer des perspectives d'avenir et de rassembler, pas de se couper des... Ça n'a pas gêné certains, notamment dans le nouveau Front populaire, de s'allier, de faire campagne pour sauver leur face et leur siège. Oui, Donc, voilà. C'est de la tambouille et c'est de la politique aussi. Ouais. Je suis absolument d'accord sur la violence du mot cloporte, mais je me refuse à faire de la psychologie de comptoir. Mais Bruno Le Maire, là aussi, à l'instar d'Édouard Philippe au micro de Paul Larouturou, qu'est-ce qu'il exprime ? Une colère plus que froide. Voilà, il en veut terriblement au président et à son entourage. Je crois que parce tout le que monde est très fâché dans ce pays. Tout le monde est très fâché, mais si on se concentre sur ce qu'est aujourd'hui la majorité, il y aura de grands brûlés. Encore une fois, les projections et le sondage à venir à 17h sur LCI de projections en siège, à quoi ressemblera la future Assemblée. C'est important, ce sondage. À prendre aussi, encore une fois, avec beaucoup de prudence. Il y a encore une grosse semaine de campagne. Oui. Mais ça va donner de premières indications. Les premiers grands brûlés, ça va être la majorité présidentielle. Ils sont à plus de 200 députés. Renaissance, Horizon, Modem. Mais ils vont en perdre une centaine, vraisemblablement. Donc on est dans cet étiage-là. Oui. Ce qu'exprime Bruno Le Maire là, à l'instar d'un Édouard Philippe, c'est une immense colère quant au résultat finalement de cette dissolution. Et moi, la violence. Je voudrais juste dire le fait que Bruno Le Maire utilise le mot « les cloportes ». Je ne suis pas sûre non plus que ça porte beaucoup, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne le mot. Excusez-moi, mais il y a un peu aussi les élites et ça alimente tout ça. Donc je pense qu'il y a... Enfin, moi, c'est étonnant, je l'ai vu parce que moi, j'en ai parlé ce matin dans le RER et les gens se demandaient ce que ça voulait dire. Ah bon ? Non, mais surtout, les cloportes, ça ne désigne que les conseillers. Et en politique, il y a la noblesse de robe que sont les acteurs politiques, et puis il y a les autres que sont les conseillers. Et les conseillers en politique ont la peau dure. Parler d'un cloporte en parlant des conseillers, ce n'est pas aller dans l'agressivité du champ politique. Alors, le jour où Monsieur Le Maire parlera d'un adversaire politique en disant c'est un cloporte, c'est pas de même nature que de parler d'un conseiller. Le conseiller, il n'a pas revêtu du suffrage universel et donc voilà, il n'est pas estimé autant. Donc vous avez raison de dire qu'il faut de la paix dans ce pays. Vous avez raison de dire qu'il va falloir trouver une majorité, il va falloir diriger ce pays. C'est vrai, mais on est dans une période de catharsis là où tout est en train de péter, où les gens se disent les choses dans un point de vue de démocratie parlementaire. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose que des gens qui ont dans leur trip pendant des années enduré, en fait sortent un petit peu du bois. C'est le président qui, par sa dissolution, a permis au moins cela. C'est ça, parce que, là, encore une fois, moi je suis assez d'accord sur le discours qu'il faut apaiser, mais le déclenchement de la violence, il a quand même lieu le soir des élections européennes. C'est ça l'extrême brutalité. Pour dissoudre. En dissolvant, bien sûr, le champ de la violence dans l'espace politique, le champ de la violence ensuite, dans le pays. Oui, mais on peut. En l'occurrence, subit une violence économique, le terme sociale, de cloporte qui vise effectivement des conseillers soit l'illustration de la violence qui existe dans le débat politique. Parce qu'encore une fois, le déclenchement de la violence, ça s'est passé le dimanche soir 9 novembre avec la dissolution. Et après, encore une fois, dans un premier tour, c'est assez classique. On verra dans le deuxième tour. La gauche a bien démontré qu'ils se sont insultés pendant 2 mois de campagne électorale pour les élections européennes et en 4 jours, ils ont trouvé un accord.